train de vivre une transformation majeure dans nos modes de fonctionnement au milieu professionnel, pour ne pas dire complètement un changement de paradigme. Euh, D'une part, l'espace de travail n'est plus l'espace de travail physique qu'on connaissait avant. Donc ça, c'est déjà un changement, mais ça impacte aussi des changements de croyances, des changements d'attitude, des changements de mœurs, et ça vient bousculer un peu tout ça. Et on sait que chaque changement, évidemment, chaque changement implique une résistance de part et d'autre. Et ça, encore, c'est quand il s'agit d'un changement qui est initié par une part et subi par une autre. Là, on est face à un changement qui est subi par tout le monde. On est face à une double contrainte pour les managers avec leurs équipes. Il y a une double contrainte. Ils sont en train de vivre et de subir un changement qu'ils n'ont pas choisi, mais ils sont aussi amenés à accompagner leurs équipes à travers ce changement. Donc il y a une double contrainte pour les équipes qui est de vivre un changement à deux niveaux et s'adapter à tout ça. Et donc ce n'est pas tout à fait évident parce que cette résistance peut impacter les énergies, peut impacter aussi la dynamique relationnelle qu'il y a au travail. Et bien évidemment, avec ce climat tendu et oxygène et ce qu'on a traversé pendant cette période, ça peut facilement aller vers de la critique et le reproche, et ça peut même escalader très rapidement, oui. Oui, tout à fait. En PNL, on sait que 90% de la communication passe à travers le paraverbal et le non-verbal, c'est-à-dire à travers la gestuelle, le regard, le sourire, le ton de la voix, la respiration de la personne qui émet le message. Et donc, tout ça, c'est des éléments qu'on perd quand on est dans une communication qui n'est pas directe. Et puis, ces éléments qu'on perd font qu'on est dans une communication qui n'est pas tout à fait fluide. En PNL aussi, dans des situations où on est dans une communication directe, il y a déjà les filtres propres à tout un chacun, à la carte du monde ou tout un chacun, qui fait que nous ne donnons pas le même sens aux mots, nous n'avons pas la même sensibilité par rapport aux mêmes phrases dites d'une part et d'autre. Et donc c'est déjà problématique quand on a une communication directe en face à face et en présentiel. Donc imaginez un petit peu quand c'est une communication qui n'est pas directe, on est en perte déjà avec ces filtres-là qui sont propres à tout un chacun, qui font qu'on traduit les choses à notre propre manière. On ajoute à ça la perte des éléments importants à une communication fluide qui sont ce qu'il y a derrière, en paraverbal et en non-verbal, qui permettent de rassurer la personne, de la mettre à l'aise. Et je vous donne l'exemple d'une simple phrase qui peut être écrite dans un message, parce que c'est un message qui est écrit comme ça, qui ne laisse pas lieu de déchiffrer ce qu'il y a derrière. Il peut être considéré comme un message agressif, alors que le même message dit euh, est reçu avec une personne en face de nous peut devenir un message bienveillant grâce à quoi? Grâce au regard de l'autre qu'on arrive à percevoir, à ce ton de voix qu'il a pour nous rassurer, à son sourire, à sa gestuelle, qui rend les choses beaucoup plus rassurantes et beaucoup plus fluides. Et donc, oui, en effet, c'est déjà problématique d'avoir des communications de manière directe et en face à face, mais là, on est face à une vraie problématique quand c'est une communication qui n'est pas directe. Le meilleur moyen pour avoir une communication sans conflit ou non conflictuelle, c'est d'avoir recours à la communication assertive, qu'on appelle aussi la communication non violente. Euh, je peux partager avec vous quelques astuces. Et donc, d'abord, quand on présente une critique, et pour que ce ne soit pas agressif, il faut que la critique soit juste, que la personne qui reçoit cette critique la ressent comme une critique juste. Et pour qu'elle soit juste,
Il faut d'abord qu'elle soit justifiée, qu'elle soit liée à des faits concrets, précis et irréfutables. Ça, c'est déjà une chose. Pour qu'une critique soit ressentie comme une critique juste, il faut qu'elle soit justifiée. Euh, on a aussi la manière de présenter les choses. C'est-à-dire changer toujours la notion de négativité par la notion positive. Ne pas utiliser la négation. Je suis en train de l'utiliser, mais pour illustrer. Donc, ne pas utiliser la négation dans le sens où remplacer, par exemple, la phrase tu n'es pas structuré par tu pourrais structurer davantage ton travail. Donc là, on est sur la même critique, sauf qu'elle est dite de manière positive ou sous forme affirmative au lieu d'une forme négative. Quand on présente une critique, il est aussi important de pointer l'axe d'amélioration. Quand on a en face de nous une personne euh, et qui reçoit une critique sous forme d'axe d'amélioration, elle se sent soutenue. Contrairement à une critique où on est en train juste de pointer ce qui ne marche pas ou ce qui ne va pas dans son travail ou dans son attitude. Donc proposer des axes d'amélioration, dire un ressenti ou une opinion, toujours commencer par dire je partage avec toi mon ressenti par rapport à ça ou je te donne mon avis par rapport à ceci. Parce qu'un ressenti ou une opinion, d'abord, ce n'est pas agressif parce que ça reste quelque chose de personnel, donc c'est réfutable, c'est discutable. La personne ne peut ne pas se sentir agressée parce que ça reste une opinion, un avis et un ressenti. Et d'une autre part, c'est indéniable. On ne peut pas nier le ressenti de quelqu'un ou le discuter. C'est mon ressenti, c'est mon opinion. L'autre personne en face de moi ne peut pas discuter ça. C'est personnel. Donc ça permet justement de couper court à tout ce qui est jeu psychologique, à tout ce qui est justificatif. Et on part dans des discussions sans fin et peut-être que ça peut escalader vers un conflit. Remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir ou par faire. Ça a l'air anodin, mais finalement, dire à quelqu'un tu es désordonné, ça ne sonne pas de la même manière que de lui dire tu as une manière de faire les choses qui est désordonnée. C'est déjà détacher cette critique de sa personne et pointer justement juste ce travail qui peut bien sûr évoluer avec le temps. Faire ce que tu fais peut être structuré davantage. Donc là aussi, la personne se détache un peu de la critique. Ce n'est pas comme si on lui parlait de manière directe en utilisant l'auxiliaire être qui applique sa personne. Et donc, bien sûr, elle se sent agressée. Elle aurait raison de se sentir agressée. L'introduction du 20% du contraire. Là, c'est une technique assez spécifique et qui prône que derrière chaque défaut se cache 20% de la qualité contraire. Et donc, une personne qui est, par exemple, hypocrite, le contraire serait bien sûr diplomate. Et donc, un hypocrite, dans ce défaut-là d'être hypocrite, il y a un 20% de diplomatie. Et donc, toujours commencer par dire à la personne, à insérer dans la critique les 20% qui sont plutôt positifs et qui sont la qualité inverse de ce défaut qu'on a envie de présenter. Et finalement, la communication assertive et communication non violente, nous l'apprenons d'ailleurs pour toute communication à tout moment. Ce n'est pas relatif qu'au professionnel d'ailleurs, ça peut marcher aussi pour tout ce qui est personnel et dans notre relationnel en général.